Je veux mes enfants, c'est tout. J'ai dit, mon fils, regarde ce que tu fais à ta mère. Mon fils unique. Nous sommes convaincus que l'État n'est pas innocent dans cette affaire. Nous sommes en Turquie. Depuis le début de la guerre civile en Syrie, on ne compte plus les parents éplorés dont les enfants ont rejoint l'organisation État islamique. Depuis que l'actuel président Recep Tayyip Erdogan a repris les rênes du pouvoir en 2003, le pays a bien changé. Erdogan prône un islam conservateur qui domine toutes les autres croyances. Cette politique profite aux organisations terroristes de l'islam radical. La Turquie semble être devenue la plaque tournante de la terreur. On vient s'y approvisionner en matériel de guerre et en guerriers, souvent au vu et au su du gouvernement turc. Au total, environ 3000 citoyens turcs auraient rejoint les rangs de l'organisation État islamique. Officiellement, la République de Turquie combat Daesh sur son territoire. Néanmoins, malgré le mur qu'elle élève et les fossés qu'elle creuse le long de sa frontière avec la Syrie, force est de constater qu'elle demeure, selon de nombreux témoins, une terre de transit pour les djihadistes. Nous vous proposons un voyage à travers la Turquie. Nous irons sur les lieux où Daesh recrute ses soldats. Nous rencontrerons des familles qui ont perdu leurs enfants partis faire le djihad. Et nous nous entretiendrons avec des personnalités du monde politique qui tiennent l'État pour responsable. Un film de propagande de l'organisation État islamique. Avec ces images, l'organisation terroriste tente d'inciter les jeunes musulmans à s'engager dans la guerre sainte, y compris en Turquie. Elle dépeigne le califat à cheval sur la Syrie et l'Irak comme un petit paradis où les familles vivent heureuses dans le respect des lois de la charia et où ils auront leur propre voiture. Un lieu où il fait bon vivre avec espace vert et salon de thé à profusion. Un État qu'il convient de protéger à grand renfort d'armes et sous le drapeau de Daesh qui affiche fièrement le sceau du prophète Mahomet. Une manifestation à Istanbul dirigée contre le journal satirique Charlie Hebdo le jour anniversaire du massacre. Nous sommes tous Mahomet, peut-on lire sur les pancartes. Mahomet est notre âme. On condamne haut et fort les caricaturistes accusés d'avoir outragé le prophète. Reprenant en chœur les mots de leur leader, les manifestants prêtent serment. Allah Tout-Puissant, je suis prêt à sacrifier ma fille et mon fils pour toi. Des milliers de jeunes Turcs ont répondu à l'appel de Daesh et combattent à présent en Syrie et en Irak dans le camp des djihadistes. Beaucoup d'entre eux viennent de la province de Konya, l'antique Iconium, en Anatolie centrale. La capitale de cette province a toujours été le fief des islamistes en Turquie. De nombreux groupes et organisations islamiques y prospèrent. C'est là que s'est formée la première vague d'opposition à la République laïque fondée par Mustafa Kemal Atatürk. Il n'est donc pas étonnant qu'à Konya, les partis islamistes conservateurs tels que l'AKP, actuellement au pouvoir, arrivent régulièrement en tête aux élections. Nous nous mettons en route pour un village situé à 40 km au sud de Konya, près de la petite ville de Djoumra.
La seule source de revenus des habitants de cette contrée aride est l'élevage. Les jeunes de ces zones défavorisées sont les premiers à s'enrôler dans la guerre sainte. Nous rencontrons la mère d'une de ces jeunes recrues. Un matin, il est parti. Il s'est levé de bonne heure, a rassemblé ses affaires et nous a quittés. Je l'ai cherché partout. Dans la maison, dehors. Il était introuvable. J'ai commencé à pleurer. Un mois plus tard, un de ses amis est venu chez nous avec une photo. Mon fils l'avait postée sur Internet. Beaucoup de gens l'avaient déjà vu, mais pas nous. Quand je suis rentrée à la maison ce jour-là, il y avait plein de monde dans notre salon. Tous ces gens étaient venus nous présenter leurs condoléances. Ils m'ont montré la photo et m'ont appris que mon fils était mort. C'était mon fils unique. Bayram Meriç est l'un des nombreux jeunes de la province de Konya à avoir rejoint l'organisation État islamique. 2 ans plus tard, il a été tué. Il avait 28 ans. Manifestement, aucune mesure n'est prise ici pour lutter contre la radicalisation de la jeunesse. L'ennemi public numéro 1 en Turquie, ce n'est pas Daesh, mais le peuple kurde. Depuis 1980, plus de 40 000 personnes ont perdu la vie dans des affrontements sanglants. L'enterrement d'un policier début 2016 à Konya. La Turquie essaie par tous les moyens d'empêcher la montée en puissance des Kurdes. Elle n'hésite pas à faire intervenir la police et l'armée, et parfois même les intégristes. C'est du moins ce dont est convaincu l'avocat et ancien député Attila Kart, venu lui aussi assister aux funérailles du policier. Pour lui, la question kurde est la raison principale de l'inaction du pays face aux agissements de Daesh sur son propre territoire. Il pense que l'organisation extrémiste a toujours été tolérée jusque-là du fait qu'elle combat les Kurdes. Lorsqu'il était au Parlement, Attila Kart ne cessait de soulever la question de l'État islamique. Des groupes de jeunes montent dans les bus de nuit à Konya pour rejoindre Gaziantep et se rendre à telle adresse. Nous avons signalé aux autorités les personnes qui organisaient ces rassemblements. Nous nous sommes entretenus avec le gouverneur. Ce dernier a demandé aux responsables des services de renseignement de me contacter. Je lui ai fourni les noms des personnes et l'adresse à Gaziantep. La police se rend sur place mais ne découvre aucun fait délictuel. Par conséquent, elle ne peut pas intervenir. Des soldats de Daesh sont régulièrement faits prisonniers par les milices kurdes en Syrie. Certains d'entre eux ont avoué opérer en Turquie. Les agences kurdes nous ont laissé accéder à des rapports d'interrogatoire qui révèlent l'importance du rôle que joue Konya pour l'État islamique. À Konya, il y a plusieurs communautés de fidèles radicaux. Par exemple, le cercle de Murat Hoxha, le cercle d'Alaaddin Pahlavi. Tous ces cercles défendent le djihad. En réalité, ces structures se fondent sur les écrits de certains oulémas. Et il est impossible que l'État ne soit pas au courant. L'État turc a forcément vu ces livres et sait si tel prédicateur a déjà fait de la prison, comme c'est le cas pour Alaaddin Pahlavi par exemple. Daesh a également de nombreux partisans à Istanbul. La cité sur le Bosphore compte aujourd'hui 15 millions d'habitants. Beaucoup d'Anatoliens sont venus s'installer dans les districts défavorisés de la banlieue stambouliote, ceux-là même qui servent de base à l'État islamique. C'est là que l'organisation forme des groupes qui se radicalisent peu à peu jusqu'à passer à l'acte en rejoignant l'État islamique. Dans le district d'Esenler, nous rendons visite à une famille qui, dans le passé, avait pris part à des réunions d'apparence anodine. Quand les parents se sont rendus compte qu'elles avaient quelque chose de douteux, il était déjà trop tard. 2 de leurs filles, qui avaient 16 et 19 ans, ont quitté la maison sans crier gare pour aller gonfler les rangs de Daesh.
Voici les magazines qu'elle lisait. Elle les lisait déjà avant les élections. Ces individus élaborent leurs propres thèses et font subir un vrai lavage de cerveau à nos enfants. Nos filles étaient comme envoûtées. Après avoir lu ça, elles ont jeté toutes leurs affaires. Elles ne s'intéressaient plus à rien. À la fin, je leur ai demandé de balancer tous ces torchons à la poubelle. Outre des textes religieux, ces magazines contiennent clairement des incitations à la haine de l'Occident et de la démocratie. On peut notamment y lire « Les enfants qui fréquentent des écoles occidentales laïques auront l'âme, le cœur et l'esprit détruits. » Autre exemple, « Ceux qui votent épousent une religion appelée démocratie et tournent le dos à l'islam. » La démocratie est le chef-d'œuvre de Satan. Je ne vais pas me gêner pour donner les noms des instigateurs. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Ebou Ansala. Il animait les discussions réservées aux hommes. Son épouse, Zeynep, recevait les femmes. Je suis allée à ces réunions 2 fois et je n'y retournerai plus. Je me suis rarement sentie aussi mal à l'aise. Toutes ces femmes portaient un niqab noir. Moi, j'étais vêtue comme d'habitude. Je me suis sentie jugée, rejetée même, parce que je n'étais pas habillée comme elle. Cet homme s'appelle Ebou Ansala, de son vrai nom Ralis Bayan-Djouk. À côté de lui, son épouse. Ebou Ansala n'est pas un inconnu en Turquie. Soutenu par plusieurs centaines de partisans, il a souvent fait de grands discours en public, sorte de démonstration de son pouvoir. Ce film de propagande circule depuis un certain temps. On y voit plusieurs générations de fidèles, des centaines d'hommes, pères et fils, qui se revendiquent de l'islam radical. Ebou Ansala donne le ton dans le magazine Tevdit, titre qui veut dire « unicité de Dieu », et c'est lui qui fait acte d'autorité lors de tels rassemblements. Certains de ces hommes ont disparu et combattent vraisemblablement en Syrie aujourd'hui pour le compte du groupe État islamique. Ahmed Kadir Khan est le grand spécialiste de Daesh en Turquie. Ses écrits critiques lui ont valu plusieurs menaces de mort. Il est très bien informé sur Ebou Ansala. Cette personne, connue au sein des mouvements islamistes, se proclame commandant de l'État islamique en Turquie. Comme l'État islamique en Syrie n'a ni confirmé ni démenti ces allégations, nous devons considérer qu'elles correspondent à la vérité. Ou du moins, que cet individu fait partie des branches dirigeantes de l'organisation. Il a fallu attendre que plusieurs familles aient perdu leurs enfants à la suite des prêches d'Ebou Ansala pour que l'État turc réagisse enfin et se décide à l'arrêter. Mais il a rapidement été relâché faute de preuves, semble-t-il. Nous sommes curieux de savoir si les fidèles d'Ebou Ansala sont encore actifs au sein de la rédaction du magazine Tevdit, situé dans le quartier de Güneşli. On continue à y voir défiler beaucoup d'hommes portant de longues barbes et des habits islamiques. Mais nous sommes vite repérés. 2 jeunes hommes s'approchent de nous et veulent savoir ce que nous filmons. Nous rassemblons nos affaires et quittons le quartier. Prochaine étape, Adıyaman, dans l'Anatolie du Sud-Est. Cette ville, située sur les rives de l'Euphrate, a fait la une en 2015, lorsqu'une série d'attentats a ébranlé la Turquie. Leurs auteurs venaient tous d'Adıyaman. Jusque-là, cette métropole provinciale de 250 000 habitants n'avait guère fait parler d'elle. Ici, les gens se laissent bercer par leurs traditions culturelles et religieuses, sans trop se poser de questions et sans se mêler des affaires politiques. Personne ne se doutait qu'un groupuscule de kamikazes de Daesh était en train de se former en secret quelque part dans leur ville. Une organisation qui, depuis, terrorise toute la Turquie. Dokumatçılar, tel est le nom de ce groupe. 3 attentats à la bombe, plus de 140 morts. Ses membres, ainsi que leur chef, Mustafa Dokumatçı, sont activement recherchés aux 4 coins du pays.
Ils se réunissaient ici, dans un salon de thé d'une petite rue, avant de partir en Syrie pour y commettre des attentats suicides. L'État islamique regroupe ses membres de façon à leur permettre d'effectuer des actions ciblées, en favorisant la confiance et la solidarité entre les recrues. Leur stratégie consiste à créer une sorte de fraternité guerrière. Et comme nous l'avons vu avec le groupe Doku Majelar, ces réseaux se développent d'abord au sein des cercles familiaux et amicaux. Les guerriers des films de propagande sont toujours issus d'un même groupe ethnique. Dans celui-ci, on entend des musulmans des Balkans faire l'apologie de la guerre sainte en serbo-croate. En réunissant des hommes partageant les mêmes origines, Daesh évite les frictions et assure une meilleure cohésion de groupe. Une entente qui emmènera plus d'un à la mort. La même logique a probablement été appliquée à Doku Majelar. Ce groupuscule n'aurait toutefois pas dû pouvoir en arriver là, nous explique le député du parti d'opposition HDP, Behçet Yildirim. Il avait en effet eu vent de ces activités et en avait informé les autorités. Nous avons donné les noms des personnes et des villages où l'État islamique enterrait ses morts ou soignait ses blessés. Nous avons communiqué des informations précises à la préfecture. Malgré tout, le préfet nous a répondu que c'était impossible. Il a affirmé être au courant du moindre vol d'oiseaux dans sa ville. Ce sont ses propres mots. Le problème, c'est qu'il y a eu d'innombrables allers-retours entre Adiyaman et la Syrie. Les jeunes revenaient en masse pour repartir avec leurs amis. Il faut croire que le préfet a fermé les yeux car il dit vrai. D'habitude, rien n'échappe à son attention. À Adiyaman, le mode de vie islamo-conservateur ne laisse guère de place aux activités de loisirs, si bien que les jeunes, en manque de divertissement, se laissent facilement séduire par les discours des prédicateurs radicaux et sont vite pris dans leur filet. Un soldat du Doku Majelar fait prisonnier par les Kurdes raconte son histoire. Il m'a conseillé de prier 5 fois par jour. Et puis, il m'a parlé du paradis et de l'enfer, a évoqué la félicité éternelle pour m'appâter et a insisté sur la damnation pour me faire peur. J'ai commencé à prier, à pratiquer le jeûne, à me conduire en bon croyant. Plus tard, quand on a commencé à se retrouver chez lui pour discuter, il a abordé le sujet du djihad. Le parcours de ces jeunes apprentis kamikazes a souvent commencé dans un lotissement comme celui-ci pour s'achever dans la mort. Diyarbakir, le 5 juin 2015. Le parti d'opposition HDP est en pleine campagne électorale. Pour la première fois de l'histoire de la Turquie, un parti pro-kurde allait franchir 2 jours plus tard la barre des 10% et entrer ainsi au Parlement turc. Son chef, Selahattin Demirtas, prophétise un glorieux avenir à ses électeurs. Mais soudain, une bombe explose au beau milieu de la foule. En quelques secondes, le sol est jonché de morts et de blessés. C'est le début d'une série d'attentats sur le territoire turc. Après Diyarbakir, ce sera Suruç, puis Ankara et enfin Istanbul. 10 touristes allemands seront victimes de l'attentat perpétré dans l'ancienne capitale ottomane. À Diyarbakir, 5 manifestants sont tués et il y a plus de 300 blessés. Les proches des victimes crient vengeance. Orhan Gönder, le poseur de bombes présumé, est arrêté le lendemain. C'est un membre de Doku Majelar. Le député Behçet Yildirim nous fait rencontrer sa famille. Il nous assure que la police était depuis longtemps au courant des activités du terroriste. Il aurait même été sous surveillance policière dans la période qui a précédé l'attentat. Le cousin d'Orhan Gönder nous le confirme. Il nous raconte les efforts déployés par sa famille pour faire entendre raison au jeune homme, mais aussi l'indifférence et le manque de coopération dont ont fait preuve les autorités. Nous avons identifié le lieu de résidence de notre parent avant l'attentat.
Un commerçant d'Akçakale, un district d'Urfa frontalier de Talabiyat, nous a confirmé qu'il le connaissait, qu'il l'avait vu passer en Syrie et revenir. Si un commerçant est témoin de ces faits, si des plaintes officielles ont été adressées aux autorités, et si la famille de l'enfant s'est montrée aussi insistante sur le sujet, comment se fait-il que l'État n'ait rien remarqué? Aujourd'hui, nous sommes convaincus que l'État n'est pas innocent dans cette affaire. Une alliance est clairement à l'œuvre. Est-il vraiment si facile de traverser la frontière turco-syrienne dans les deux sens? Pour le savoir, nous nous rendons dans la province de Kilis, au sud. Le poste frontière turc Öncüpinar passe pour le point de transit le plus fréquemment emprunté par les djihadistes pour se rendre de Turquie en Syrie et en Irak. En élevant un mur le long de la frontière, la Turquie veut montrer sa détermination à mieux contrôler le trafic en provenance et à destination de la Syrie, sous la pression de l'Occident. Mais Öncüpinar a longtemps constitué un passage des plus sûrs pour les combattants du djihad, ainsi que nous l'apprennent certains de ceux qui ont été faits prisonniers. Il n'y avait pas le moindre soldat quand j'ai franchi la frontière pour rejoindre la Syrie. Personne. Je suis passé sans problème et j'ai salué les gens qui m'attendaient. Nous étions environ 17. Une fois que tout le monde a eu rallié le point de rendez-vous, nous avons été conduits à Cerablus. À quelques mètres du poste frontière, il y avait un chemin qui passait sous des barbelés. Voilà comment les soldats de Daesh passaient la frontière. Ces images ont été filmées par le journaliste kurde Nazem Dajdan. Nous l'avions filmé en plein travail courant 2014. Notre objectif était alors de dénoncer les pratiques arbitraires des gardes frontières turcs. Nous filmions le passage illégal des djihadistes et rebelles syriens. Les soldats turcs nous ont repérés et nous ont arrêtés à la frontière. Ils nous ont demandé ce que nous faisions. Quand nous avons répondu que nous étions journalistes, que nous nous trouvions à la frontière syrienne dans le cadre de notre activité au sein de l'agence de presse d'Ishle, ils ont commencé à nous agresser. Ils ont confisqué nos caméras. Et ce n'était qu'un début. En février 2016, Nazem Dajdan est arrêté à la frontière turco-syrienne et emprisonné pour avoir réalisé des prises de vue dans une zone de sécurité militaire. Nous revoici à Adıyaman. Le député Behçet Yildirim souhaite nous présenter un homme qui a une histoire étonnante à nous raconter. Ce qu'il a vécu démontre de façon flagrante que les terroristes de Daesh séjournent en toute légalité en Turquie. Nous rencontrons Mehmet Dündar dans un bureau du parti de l'opposition HDP. Ses fils jumeaux, Mehmet Gazi et Ömer Deniz, ont rejoint l'organisation État islamique en 2014. Ils se sont tous deux mariés au califat, puis un beau jour, ils ont refait surface chez leurs parents. Je suis entré dans la pièce, je l'ai serré dans mes bras. Il portait une barbe très longue. J'ai dit, mon fils, ça suffit, regarde ce que tu fais à ta mère. Il m'a répondu que c'était pas grave, qu'elle s'en remettrait. Mon fils, Ömer Deniz, est arrivé. On a discuté. Il m'a présenté son épouse. Il s'est marié là-bas. Je suis allé voir les autorités. Je les ai suppliés d'arrêter ses enfants, de les garder en prison 1 mois ou 2, dans l'espoir qu'ils se repentissent, qu'ils décident de rester ici. On m'a répondu que c'était impossible, que ces jeunes étaient partis de leur plein gré, qu'ils étaient tous majeurs et que le ministère n'était pas en mesure d'intervenir. Les deux frères sont retournés en Syrie. Il est à peine croyable que la justice turque ne puisse rien faire contre des combattants de l'État islamique en puissance. Nous allons à présent dans la province littorale de Hatay. Sa capitale est Antakya, l'antique Antioche. On la soupçonne d'abriter elle aussi de nombreux islamistes radicaux qui se seraient introduits en Turquie en profitant du flux de réfugiés, à en croire les habitants. La guerre civile qui fait rage dans le pays voisin a poussé des milliers de Syriens à chercher refuge ici.
Les chrétiens de Hatay se sentent particulièrement menacés par les islamistes radicaux. Nous rencontrons Soufi Zarif, avocat et membre de la communauté orthodoxe d'Antakya. Autrefois, 30% des habitants de la ville étaient chrétiens. Aujourd'hui, ils ne représentent même pas 0,5% de la population. Soufi Zarif est lui aussi convaincu que des islamistes intégristes sont à l'œuvre dans sa région. Il lutte pour la survie de sa communauté à Antakya. Une course contre la montre, car de plus en plus de chrétiens quittent la région pour gagner l'Europe. La communauté chrétienne d'Antakya dépend de la métropole d'Alep. Al-Nosra a enlevé notre métropolite et lui a coupé la tête. Dans le même véhicule se trouvait le métropolite syriaque, à qui ils ont aussi coupé la tête, et un chauffeur qu'ils ont également abattu. Ensuite, ces meurtriers sont rentrés en Turquie librement. Ils ont été arrêtés, puis relâchés, comme s'il ne s'était rien passé. Jadis, Antioche était un haut lieu de la chrétienté. Lieu où, pour la première fois, les disciples du Christ ont été nommés chrétiens. La ville abrite la deuxième plus vieille église chrétienne du monde. Elle est aussi le troisième principal bastion de l'église orthodoxe après Istanbul et le Caire. Le premier patriarche de l'église d'Antioche n'était autre que Saint Pierre. Soufi Zarif explique que depuis le meurtre de leurs archevêques par des islamistes, les chrétiens orthodoxes d'Antakya ont les nerfs à vif. Ils osent à peine sortir de chez eux. Et les lieux de culte sont vides. Même l'église principale de la ville. Seuls de rares chrétiens osent encore s'y rendre pour la prière du soir. Le chef de la police nous a recommandé de fermer nos portes et nos fenêtres. Comme vous le savez, il y a eu des explosions à Ankara, à Istanbul et dans d'autres villes. Les terroristes visent les citoyens non musulmans, en particulier chrétiens, afin de susciter un écho en Europe. Ce climat est inquiétant, bien entendu. Certains fidèles ne fréquentent plus les lieux publics, n'assistent plus à la divine liturgie. Nous espérons que cette situation ne va pas durer. La communauté arménienne de la province de Hatay s'amenuise elle aussi de plus en plus. Voici les derniers Arméniens du Moussada, le mont Moïse. Des 7 villages arméniens disséminés autrefois dans la montagne, seul Vakifli a survécu jusqu'à aujourd'hui. Mais il finira tôt ou tard par être déserté lui aussi. La pression politique et sociale pousse les Arméniens à émigrer. Et ceux qui restent vivent dans l'angoisse. À quelques kilomètres seulement de l'autre côté de la frontière, c'est la guerre. Et les chrétiens ne sont pas les seuls à s'inquiéter pour leur avenir dans la province de Hatay. La minorité alaouite vit dans la peur, elle aussi. La petite ville de Samandağ est à 99% alaouite, comme le président syrien Bachar el-Assad. Les alaouites fréquentent peu les mosquées, ne font pas de pèlerinage à la Mecque et leurs femmes ne se voilent pas. Autant de trahison vis-à-vis de l'islam pour les extrémistes. Certains djihadistes vont jusqu'à dire que tuer un alaouite ouvre aux meurtriers la porte du paradis. Malheureusement, aujourd'hui, des fatwas sont lancés contre des personnes en raison de leur confession, de leur appartenance à tel courant religieux ou à telle pensée politique. C'est comme si votre différence justifiait que l'on vous tue. Dans la banlieue d'Antakya, une nouvelle culture alternative est en train de voir le jour, celle des réfugiés syriens. L'impact de ces nouveaux arrivants sur l'évolution démographique est tel qu'à présent, un habitant des faubourgs sur 5 est originaire de Syrie. Les représentants de la communauté alaouite affirment que ce ne sont pas tous des réfugiés inoffensifs. Il y aurait parmi eux des islamistes radicaux. De par leur style vestimentaire, leur attitude menaçante, leur façon de marcher dans la rue en regardant les gens de travers,
Ces individus, qu'ils viennent de Tchétchénie, de Tunisie, de Libye, d'Arabie Saoudite ou encore du Koweït, génèrent un malaise au sein de la population, à tel point que nos enfants ont peur quand ils les croisent dans les transports en commun. Le principal bastion des islamistes demeure néanmoins Gaziantep, près de la frontière syrienne. La guerre civile gronde à seulement 60 km de là, dans un pays mis à feu et à sang. Chaque jour, la presse locale relate les derniers événements survenus à Gaziantep. Régulièrement, des opposants politiques, des journalistes et cinéastes opposés à Daesh se font assassiner. Des bombes explosent, des kamikazes, jamais repérés à temps, se font sauter. Avec ses 2 millions d'habitants, Gaziantep, du fait de sa position géographique, est un lieu d'importance non seulement économique, mais aussi stratégique en Turquie. En temps de paix, c'était le grand pôle du commerce transfrontalier avec la Syrie. Par ailleurs, les habitants de langue turque, kurde et arabe qui se côtoient ici paisiblement ont longtemps été considérés comme un modèle de cohabitation multiculturelle pacifique en Turquie. Gaziantep est aujourd'hui plus peuplé que jamais. On estime à plus d'un demi-million le nombre de réfugiés de guerre syriens installés ici. Ils se sont établis dans les quartiers périphériques, ont ouvert des magasins et construit toute une infrastructure au sein de laquelle ils mènent une vie à part. Personne d'autre qu'eux ne semble savoir ce qu'il s'y passe, pas même la police. « 120 tonnes de nitrate d'ammonium utilisées dans la fabrication de bombes ont été retrouvées dans une usine. Il a été constaté que Daesh fabriquait ces gilets explosifs dans un atelier situé à Antep. Nous savons qu'il se livre au trafic de femmes et d'enfants yézidis, notamment sur Internet, et qu'il s'organise dans les camps de réfugiés de l'AFAD, la direction de la gestion des catastrophes et des urgences. Nous avons rapporté ces faits à l'Assemblée nationale et avons interpellé le gouvernement et les députés sur ce sujet. Nos questions sont restées sans réponse. Quant à notre demande d'enquête, elle a été rejetée, car les votes de l'AKP étaient majoritaires. Plus de 2 millions de réfugiés de guerre syriens vivent aujourd'hui en Turquie, dont 300 000 environ dans des camps pour la plupart proches de la frontière turco-syrienne. Il est difficile, souvent même impossible pour les journalistes d'obtenir l'autorisation de filmer dans ces camps. Nous visitons le camp d'El Baili avec Hassan Önder Soulou, avocat et président de l'Organisation de défense des droits de l'homme de Gaziantep. Nous n'avons pas le droit de faire tourner nos caméras dans le camp. El Baili abrite quelques 30 000 réfugiés. Hassan Önder Soulou a fait état d'un certain nombre d'agissements suspects ressemblant fort à des activités terroristes. Dans plusieurs de ses rapports, il pointe du doigt les comportements douteux de certains résidents du camp et demande aux autorités d'intervenir, sans succès. Après les attentats commis par l'État islamique sur le sol turc, on a retrouvé sur certains kamikazes des papiers d'identité délivrés par la FAD ou d'autres camps de réfugiés. Parfois même des relevés d'empreintes digitales prises lors de soins effectués dans ces camps. On voit bien que ces djihadistes ne se font pas exploser à peine arrivés en Turquie. Ils commencent par s'implanter et par amasser de l'argent et des armes. Le député du parti d'opposition HDP, Mahmoud Torul, est convaincu que Daesh est omniprésent à Gaziantep. Il nous accompagne dans un quartier kurde. Mahmoud Torul est l'un des 153 députés dont l'immunité parlementaire a été levée en mai dernier. L'organisation État islamique considère les Kurdes comme ses pires ennemis, car ceux-ci combattent l'organisation terroriste en Syrie et en Irak avec un certain succès. Les Kurdes de Turquie sont désormais eux aussi des ennemis à abattre. Écoutons-les nous raconter ce qu'ils vivent ici au jour le jour. Les djihadistes sont présents dans notre quartier.
Et ils se déplacent librement, sans être inquiétés. J'étais au bureau du parti quand l'un d'eux a débarqué et m'a menacé. « Vous avez tué mon frère, je vais faire sauter votre magasin !» Après quoi, il est parti. Ils sont partout. Partout. La frontière turco-syrienne est-elle toujours aussi perméable qu'on le prétend? Nous voulons en avoir le cœur net. Hassan Undersulu nous accompagne, ainsi que le maire d'Oylum, un village frontalier. À un moment donné, ce dernier nous recommande de nous arrêter. Le terrain devient dangereux. C'est le fameux passage emprunté par Daesh pour s'approvisionner en matériel de guerre et en combattants. À l'arrière-plan, un village syrien. Devant nous, des soldats turcs surveillent la frontière depuis leurs véhicules blindés. À première vue, tout semble normal. Soudain, des gardes-frontières font irruption et nous rappellent à l'ordre. Il est interdit de filmer ici. Par chance, ils ne nous obligent pas à détruire les images que nous avons déjà filmées. De retour au village, le maire, Orik Redvan, nous explique que le contrôle des frontières n'est qu'une farce et que les villageois en ont assez de cette situation. À cause de ces migrants clandestins, souvent violents, ils ne peuvent plus aller sur leurs champs de pistachiers. Orik Redvan affirme que les membres de plusieurs groupuscules terroristes circulent entre la Syrie et la Turquie le plus librement du monde par ce point de passage. Il les connaît si bien qu'il est même capable de les différencier les uns des autres. Les partisans de Daesh portent une longue barbe et se rasent la moustache. Ceux du front Al-Nosra portent la barbe complète. Quant à l'armée régulière syrienne, je ne saurais vous dire puisqu'on ne la voit pas beaucoup par ici. En revanche, les soldats de Daesh et d'Al-Nosra sont bien présents. Rien que le mois dernier, le chef local de Daesh était assis ici, à côté d'un passeur. Ce dernier m'a dit que son interlocuteur officiait comme commandant de l'organisation dans la région. J'en ai informé la police et la gendarmerie je ne sais combien de fois. En vain. Lorsque nous quittons le village, nous croisons un groupe d'hommes en tenue de soldats au niveau du poste frontière de Njupina. Certains ont la jambe enveloppée de bandages et s'appuient sur des béquilles. Quand ils remarquent notre présence, ils se détournent pour ne pas être reconnus. On entend souvent que les blessés se font soigner dans les hôpitaux d'Antep. Quand nous posons la question à la direction de l'administration municipale, on nous répond que la ville n'apporte pas son aide à Daesh, mais à l'armée syrienne libre. Le problème, c'est que l'armée syrienne libre n'existe plus depuis longtemps. Les groupes qui restent sont Al-Nosra, Ahrar al-Sham et Daesh. Par conséquent, la Turquie sait pertinemment que toute aide apportée aux membres de ces organisations profite à Daesh, même si c'est de manière indirecte. De plus en plus de vidéos tournées clandestinement sont diffusées par les médias turcs opposés au gouvernement. Ces images prouvent que des djihadistes blessés venus de Syrie sont soignés dans des hôpitaux turcs. D'autres images attestent régulièrement des bonnes relations entre les soldats du califat et les gardes-frontières turcs. Celle-ci, par exemple, on y voit des soldats turcs au poste frontière en pleine conversation avec des membres de Daesh, côté syrien. Mais ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg, si l'on en croit un membre de l'organisation terroriste fait prisonnier par les Kurdes. Les services secrets turcs sont venus nous chercher à Jerablus en Syrie. On est passé en territoire turc et ils nous ont déposés devant la ville de Talabiat, contrôlée par les Kurdes. Ils voulaient qu'on l'attaque par surprise depuis la frontière turque. Leur but, c'était de reprendre le contrôle de Talabiat. Une équipe de télévision turque a observé des manœuvres similaires près de la ville de Kobané, située du côté syrien. Depuis 2015, le groupe État islamique attaque Kobané avec force artillerie et une cinquantaine de blindés. Il réussit à prendre le contrôle de plus de la moitié de la commune kurde. Mais la ville ne tombe pas, car les combattants kurdes opposent une résistance farouche aux guerriers d'Allah. Pour avoir une meilleure position d'attaque, les djihadistes passent du côté turc.
L'équipe de tournage de la chaîne turque IMC est témoin par hasard de cette action militaire. Les terroristes passent la frontière devant leurs caméras et les chars turcs. Ici, les combattants de Daesh. Là, la frontière turco-syrienne. Et quelques mètres plus loin, des soldats turcs qui restent passifs. Bientôt, les hommes de Daesh attaquent le village kurde par le nord. Les militaires turcs finissent par réagir, mais au lieu de poursuivre les combattants de l'État islamique, ils s'en prennent aux journalistes qu'ils enjoignent de quitter la zone immédiatement. Les studios de la chaîne de télévision IMC à Istanbul. En diffusant ces images en direct, la chaîne s'est attirée les foudres de l'État. Procès et amendes sont à l'ordre du jour. IMC a même frôlé la faillite. Nous avons réussi à filmer en direct des images prouvant que le passage des militants de Daesh d'un pays à l'autre était en quelque sorte facilité par les autorités turques. Bien entendu, cela a fort déplu au gouvernement. C'est pourquoi l'ordre a été donné d'interdire la diffusion de notre chaîne. On nous a retiré des satellites publics sur simple décision d'un magistrat, sans attendre la sentence du Conseil supérieur de l'audiovisuel turc, alors même que nous détenons une licence de diffusion émise par cet organe. Depuis, nous avons perdu la moitié de nos téléspectateurs. Nous revoici à la frontière turco-syrienne. Au poste frontière officiel comme Unjupinar, le trafic est intense. C'est un va-et-vient incessant d'hommes et de véhicules. Les Syriens, opposés au régime de Bachar el-Assad, ne peuvent presque plus s'approvisionner en biens de consommation courante ailleurs qu'à la frontière. Officiellement, certains postes frontières sont étanches, comme Kargamesh, fermé en 2013. Ces images, qui remontent à janvier 2014, montrent que des camions transportant des marchandises inconnues passent allègrement la frontière. Quelques jours plus tard, un cortège de camions est arrêté et contrôlé près de la frontière syrienne. 3 poids lourds sont censés transporter de la nourriture pour bébés et des médicaments pour les victimes de la guerre. En fouillant bien, les forces de sécurité turques trouvent du matériel de guerre destiné aux djihadistes, des centaines de missiles et de grenades. Les conducteurs des véhicules arrêtés ne sont pas de simples camionneurs. Ce sont des membres des services secrets turcs. Seul le Cumhuriyet, un quotidien de la gauche libérale, rapporte cette affaire dans les détails, bien que ces informations aient été communiquées à l'ensemble de la presse. Le rédacteur en chef du dit journal, Can Dündar, fait de cette histoire son cheval de bataille. Il décrit le contenu du chargement par le menu et enquête sur cette affaire plusieurs jours durant, mettant en lumière de nombreux détails. Devant nos caméras, Can Dündar souligne bien que les images publiées ont été filmées et diffusées tout à fait légalement. En réalité, ces images ont été enregistrées de manière officielle. Elles n'ont rien d'illégal. Ce sont des images filmées par les gendarmes de l'État, avec l'appui d'un procureur et l'autorisation d'un juge. Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité à les diffuser. Et je pense par ailleurs qu'elles sont très importantes. Le Cumhuriyet est l'un des rares journaux turcs qui ose aborder sans crainte des thèmes particulièrement sensibles. Lorsque le quotidien a affirmé sa solidarité avec le magazine satirique Charlie Hebdo, il a été assiégé par les islamistes. Sa prise de position était une offense au prophète Mahomet et heurtait donc la sensibilité religieuse des musulmans. Les journalistes ne pouvaient plus entrer et sortir des bureaux du journal que sous protection policière. Quand le Cumhuriyet publie ses articles sur le chargement d'armes, le président Erdogan lui-même prend la parole et menace les responsables. L'individu qui a traité cette information comme une exclusivité en paiera le prix. Je ne permettrai pas qu'il demeure impuni. Peu après, Can Dündar et son collègue Erdem Gül sont traduits en justice pour espionnage. Des milliers de personnes expriment leur solidarité envers le Cumhuriyet.
Quand le président de la République dit « ces personnes doivent être arrêtées, qu'elles portent plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et, en fonction de la décision rendue, nous leur verserons une indemnité », cela ne révèle pas seulement le caractère anticonstitutionnel, j'insiste sur ce terme, des actions et des procédés qu'il emploie. C'est aussi violer des traités internationaux signés par la Turquie et mettre en péril ses relations diplomatiques. Le 27 octobre 2015 commence le procès contre le rédacteur en chef Can Dündar et son collègue Erdem Gül. Erdogan comparaît personnellement comme plaignant. Et il arrive une chose incroyable. Les deux journalistes sont bel et bien condamnés pour espionnage et arrêtés dans la salle d'audience même pour être conduits en détention provisoire. Voici les dernières images des deux hommes avant leur incarcération. Can Dündar fait ses adieux à ses proches qu'il risque de ne plus revoir avant longtemps. Ça donne l'impression quand même que le gouvernement turc a des choses à cacher. Parce qu'envoyer des journalistes en prison, parce qu'ils ont révélé, photos, vidéos à l'appui, l'existence de livraisons d'armes au motif de convois humanitaires vers des groupes islamistes du nord de la Syrie, c'est bien montrer qu'il y a des vérités qui sont dérangeantes pour le pouvoir turc. C'est terrible pour un journal comme Cumhuriyet, qui est attaqué de toutes parts. Cumhuriyet, c'est pas n'importe quoi, c'est une institution de la presse turque. Les forces de sécurité et les magistrats qui ont ordonné le contrôle du chargement des camions et procédé à celui-ci ont eux aussi dû rendre des comptes. Can Dündar n'a rien fait d'illégal en publiant ces articles. Il ne devrait pas avoir à comparaître devant les tribunaux et encore moins être en prison. Mais on ne parle pas assez du fait que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire d'armes à destination de la Syrie ont fini en prison. On entend parler du côté médiatique de l'histoire, mais on passe sous silence le fait que le système judiciaire lui-même a été victime des mesures répressives du gouvernement. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre l'arrestation des journalistes et réclamer leur libération. Parmi les manifestants, des députés du Parti social-démocrate d'opposition CHP qui ont inscrit à l'ordre du jour des débats parlementaires la collaboration de l'État turc avec le groupe État islamique. Le plus connu d'entre eux est Eren Erdem. Il a signé de nombreux rapports dévoilant les activités criminelles de Daesh. La capitale turque, Ankara. Quelques jours après l'arrestation des journalistes, le scandale s'intensifie. Eren Erdem présente au Parlement de nouveaux éléments prouvant qu'il y avait bien volonté de la part du gouvernement de livrer des armes au califat. Vous savez ce qu'a dit Irfan Fidan, le procureur qui a demandé l'arrestation de Can Dündar? Que ce dernier n'avait pas calomnié le gouvernement et le président de la République, qu'il avait partagé une information véridique, qu'il avait partagé un secret d'État. Mais sur quoi portait donc cette information qui n'est pas une calomnie et qui a officiellement été transcrite comme telle par Irfan Fidan? Eh bien, elle portait sur la livraison d'armes à Daesh. Eren Erdem communique ensuite le résultat de ses recherches à la presse, la preuve noir sur blanc de la collaboration du gouvernement turc avec le groupe État islamique. Cela lui vaut d'être à son tour attaqué par le président de la République turque en personne. Le peuple leur fera manger toute la haine qu'ils vomissent et toutes les calomnies qu'ils répandent. Que personne n'en doute. À la suite de l'allocution d'Erdogan, le député devient la cible des médias. C'est un citoyen en colère qui nous parle. Il procède ainsi. D'abord, il vous désigne comme cible en vous discréditant au sein de la société. Ensuite, il vise votre domicile et veille à ce qu'une foule de pauvres d'esprit assiège votre maison. Des individus sont même venus protester devant chez moi en chantant l'hymne national. Les agents de sécurité et la police sont intervenus. Plus tard, l'État m'a fourni une escorte. L'État a promis de protéger la personne transformée en cible mouvante par ses propres calomnies. Un seul agent de sécurité a été détaché pour assurer ma protection. Il a essayé de me protéger, mais bien sûr, il n'a pas réussi à repousser l'attroupement qu'il y avait devant chez moi. Alors, craignant pour l'avenir de mon enfant et de ma femme, je les ai envoyés à l'étranger. Face à l'indignation grandissante, au plan national comme international, la Cour constitutionnelle turque fait libérer Can Dündar et Erdem Gül, n'en déplaise au président.
c'est la première fois qu'une institution turque agit contre la volonté d'Erdogan. Le procès des 2 journalistes continue, mais ceux-ci sont désormais libres. Juste avant l'énoncé du verdict, le 6 mai 2016, Can Dündar est la cible d'un attentat. Il n'est pas touché. Un autre journaliste, en revanche, est légèrement blessé. L'auteur de l'attentat est arrêté sur place. Le jour même, Can Dündar est condamné à 5 ans de détention pour espionnage. Il décide de se pourvoir en cassation. La sentence sera-t-elle mise à exécution? L'avenir le dira. En attendant, le courageux journaliste déclare qu'il continuera de dire la vérité, même si elle est dérangeante pour le gouvernement. En plus de la proximité idéologique, les membres du groupe État islamique ont bénéficié du soutien d'une partie de l'État et de l'indulgence de la justice. Bref, ils n'ont été ni interpellés, ni arrêtés, ni jugés, ni a fortiori emprisonnés. Comme on dit ici, le corbeau est venu crever les yeux de celui qui l'a nourri. Et le pire est à craindre. Pas seulement pour la Turquie. On voit bien que cette organisation est devenue le pire cauchemar du monde entier. De fait, Daesh a déclaré la guerre à la Turquie et commet maintenant des attentats en série avec une prédilection pour les lieux très touristiques. Un responsable de la sécurité haut placé a fait savoir que des cellules du groupe État islamique étaient implantées dans plus de 70 villes turques. La Turquie a longtemps profité de sa position stratégique entre l'Orient et l'Occident. Mais depuis le début de la guerre civile en Irak et en Syrie, cette position médiane semble tourner au désavantage du pays. Prise dans la tourmente, la Turquie a peut-être de bonnes raisons de soupçonner son gouvernement.